Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 32e numéro de la saison, on reviendra évidemment sur cette CAN U17 qui vient de s'achever, qui s'est déroulée donc en Algérie et qui a vu le Sénégal être sacré. On va dire une consécration méritée pour cette jeune équipe sénégalaise. On parlera de l'USM Alger, là aussi, l'USMA qui frappe fort en cette fin de saison en atteignant la finale de la Coupe de la Confédération après avoir battu mercredi dernier donc l'équipe de la SEC Mimosa. En finale, l'USMA affrontera l'équipe tanzanienne des Young Africans. On parlera aussi de la mise à jour de la Liga avec cette belle victoire et ô combien importante du Paradou Athletic Club face à l'USMA. Le Paradou respire mais reste avant-dernier au classement général du CRB qui rejoint la jeunesse sportive de la Sawa, l'AS Souchlef et le NC Magra dans le dernier carré de la Coupe d'Algérie. Et on terminera bien évidemment par la Ligue 2 et là aussi rebondissement du côté du groupe Centre-Ouest puisque Ben Aknoun reprend la tête du classement aux dépens de l'Espérance de Mostaganem. On en parlera en fin d'émission. Et pour parler de tous ces thèmes et sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau, on va dire un plateau garni aujourd'hui. On a la chance d'avoir avec nous l'ancien international algérien, on va dire très apprécié par le public algérien et qui s'est reconverti en tant que coach depuis quelques années, entraîneur adjoint au sein de l'équipe nationale A' avec Majid Bougara. J'ai nommé Karim Matmour. Karim, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ouais, c'est avec grand plaisir que je suis là. Très content de vous avoir avec nous. Et à vos côtés, là aussi, ancien sélectionneur national, ancien défenseur, ancien coach de plusieurs clubs algériens. J'ai nommé Mziane Erel. Mziane, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Karim et salut vieil ami. Vieil ami, voilà. Là aussi. Voilà. Vous l'avez bien présenté, Mziane Erel, notre ami, l'inamovible, Abdelnour Kawa, mon compère, on va dire, de Canal Foot. Notre complice également. Mon complice aussi, évidemment. Bonsoir Abdelnour. Bonsoir Saïd, très heureux de retrouver Karim. Là aussi, un autre ami. On a partagé quand même quelques belles années en équipe nationale. Bonsoir bien sûr Mziane. Pensez à me raconter des anecdotes tout à l'heure. Je vous laisse... Je vous laisse y en a une tellement, heure d'émission. Et surtout, bonsoir à nos amis. Et on aura tout à l'heure avec nous là aussi un ancien international algérien, à savoir Samir Belloufa, donc là aussi reconverti en tant que coach et qui sera avec nous tout à l'heure pour parler de cette CAN U17. Et là aussi, on parlera avec lui sur ces informations qui parlent de sa nomination prochaine à la tête de l'équipe nationale U20. On en saura davantage avec lui. Et pour commencer donc notre émission, comme à chaque fois, donc retour des 3 points avec Abdelnour Kawa. Alors Abdelnour, qu'est-ce qui a marqué l'actualité footballistique de la semaine écoulée? Tout d'abord, c'est un peu l'accession de Ouatsou, qui est bien sûr qui est historique. Ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'ils avaient essayé d'accéder. Cette année, ça a été la bonne. Donc j'espère que... Il reste sur 2 accessions de suite. Oui, donc ils n'ont pas tergiversé en Ligue 2. C'est une équipe qui a fait d'énormes progrès, surtout cette saison. Puis je pense qu'il y avait un poursuivant immédiat, c'était le Khloub, qui avait raté le coche l'avant-dernier match. Et là, ils ont confirmé donc, leur accession. Bravo à eux. Et j'espère que la saison prochaine, ils seront suffisamment armés pour pouvoir rester en D1 à l'image de Khenchla qui a accédé, de Bayed. Donc, bon... C'est une très bonne chose pour bravo. Absolument. Areda Benteri, c'est capé. Et en deuxième point, c'est un peu Riyad Mahrez qui devient, après ce sacre du championnat anglais, qui devient le joueur le plus titré, le joueur africain le plus titré. Donc c'est une très bonne chose pour lui. Donc j'espère qu'il va continuer sur cette lancée et avoir encore... Il en est à 5 Première Ligue, ce qui n'est pas rien. Et 3 championnats consécutifs, c'est pas rien. Donc bravo à lui également et puis j'espère qu'il va continuer sur cette lancée également. On espère le voir remporter la Ligue des champions africaine. Ça sera face à l'Inter de Milan d'ici quelques jours et aussi il y aura la finale de la Cup face à Manchester United. Donc ça pourrait faire là aussi encore 2 autres titres majeurs pour Riyad. Et enfin le troisième point, c'est un peu la réunion du bureau exécutif de la CAF qui a arrêté un peu toutes les modalités de qualification pour la Coupe du Monde 2026.
Donc on sait qu'il va y avoir 9 pays qui seront qualifiés d'office. Il y aura 9 groupes. Donc il y aura aussi. 9 groupes de 4 équipes. Donc les premiers de chaque groupe seront qualifiés. Pas 4 équipes, hein. Il y aura 6 nations. 6 nations. 6, pardon, 6. Voilà. Et donc les premiers Donc, 10 de chaque... journées d'éliminatoire, Voilà. étalées sur 2 ans. Voilà, étalé sur 2 ans. Ça commence en 2023, ça se termine en 2025. Et ils choisiront également les 4 meilleurs deuxièmes qui joueront un play-off. Et à l'issue de ce play-off, ils seront confrontés à un autre tournoi qui les opposera soit à la CONCACAF et encore d'autres pays également. Donc ça va être très très long, cette Coupe du Monde. Donc j'espère que l'Algérie pourra se qualifier encore une fois. Justement sur cette, on va dire, cette nouvelle façon de se qualifier pour la Coupe du Monde avec 10 journées étalées sur 2 ans, qu'est-ce que vous dites, M. Naïl? Est-ce que c'est pas beaucoup? 2 ans quand même, c'est long hein, pour jouer les éliminatoires. Mais enfin, quand c'est étalé sur 9 groupes, ça veut dire que les forces seront réparties entre les 9 groupes. Donc la l'Algérie composition... est assurée déjà d'être dans le premier chapeau. Ça, voilà, donc c'est important. Puis je pense qu'il y aura plus de possibilités aux équipes telles que l'Algérie, etc., de pouvoir arriver, avec 9 places, de se qualifier à la joute finale. Éventuellement. Une dixième, effectivement. Le 10e, ce sera les 4 meilleurs deuxièmes qui joueront un play-off tournoi. et le meilleur... Et le meilleur jouera là aussi voilà. un autre... Donc il y aura 10 clubs, 10 équipes qui seront qualifiées. Voilà. Ça sera vraiment pas simple là pour... C'est une première dans le mondial. Hein, donc, Déjà, je pense que l'Afrique mérite quand même d'avoir... Pour moi, 10 places, effectivement. Sur Riyad Mahrez, Karim, c'est exceptionnel là, de voir un joueur algérien triompher autant en Europe, notamment on parle de Première Ligue. Hein. Ce n'est pas simple, vous avez joué notamment en Allemagne et un peu partout en Europe. C'est compliqué de jouer de rester notamment au plus haut niveau toutes ces années. Bah, c'est ça, c'est-à-dire déjà c'est difficile d'y arriver et en plus d'y rester. Et voilà, Manchester City avec le coach qu'ils ont, c'est costaud et c'est pas facile. Je veux dire, c'est une force mentale. On parle souvent des qualités d'un joueur technique. Riyad, on le connaît. Voilà, il a la capacité d'éliminer. Mais pour moi, la plus grande force, c'est son mental. Exact. Et il le montre là chaque week-end ou même là les derniers temps. Des fois, il n'est pas toujours mis titulaire et tout. Mais à chaque fois qu'on le met sur le terrain, boum, il sait répondre présent et on voit pas de baisse mentale. Donc c'est un énorme champion. C'est la gestion là aussi de Guardiola, hein. C'est sa force un petit peu de gérer un petit peu les égos et notamment ces grands joueurs. Ce n'est pas simple d'avoir un tel vestiaire. Là aussi, je terminais avec le premier point de Abdenour sur cette montée historique de Oued Souf, l'US Souf donc qui accède. Et on voit ces dernières années pas mal de clubs, notamment du sud algérien, qui parviennent à accéder en Ligue 1. On l'a vu avec notamment la Saoura là, depuis 10 ans maintenant et ça devient une équipe sur laquelle on compte énormément. Il y a le Bayed l'année dernière, il y a Biskra aussi, on peut parler d'une équipe du sud. Et maintenant avec cette équipe de Souf. Il y a une nouvelle répartition, une nouvelle reconfiguration de la carte du football en Algérie. Il y a toujours les clubs traditionnels qui sont toujours là, mais enfin, il y en a d'autres aussi qui arrivent par la force de leur travail, à l'image de Renchla, qui est un ancien club de première division, après, mais qui revient après tant d'années, le Bayad qui arrive pour la première fois, Oued Souf également. Je crois qu'aujourd'hui, avant, le football était concentré au nord, sur de Tlemcen, Oran, jusqu'à Annaba. Les grandes villes étaient toujours présentes dans le championnat. Aujourd'hui, je crois qu'il y a d'autres formations qui ont les moyens et qui ont aussi surtout la volonté de pouvoir se hisser au niveau de la première division. Très très bien, on passe à la une, ou plutôt ce qui a marqué la une justement en cette fête de semaine après le jingle.
Donc on revient sur ce match gala, ce match amical qui est opposé hier après-midi donc au stade Nelson Mandela de Berreri, le Mouloudia d'Alger, à l'équipe de la RASD, donc l'équipe du Sahara occidental. Il y a eu la naissance en Algérie de cette équipe nationale sahraoui et c'est tout un symbole que cette équipe affronte l'un des clubs les plus historiques de notre pays, le doyen des clubs algériens, à savoir le Mouloudia d'Alger. On revient sur cette partie dans ce sujet et on parlera ensuite des retombées notamment de cette partie. Un match pour l'histoire, un match pour une cause noble. L'histoire retiendra donc que c'est au nouveau stade Nelson Mandela de Berreri en Algérie que l'équipe nationale sahraoui de football a disputé son premier match international face au club du Mouloudia d'Alger. Toute une symbolique pour une équipe qui entend faire connaître à travers le monde la cause sahraoui et sa lutte acharnée pour obtenir son indépendance. Devant une assistance nombreuse venue suivre de près cette rencontre gala, les deux teams ont eu à s'affronter dans la joie et la bonne humeur. Des buts, il y en a eu et le public a pu ainsi profiter du spectacle offert par les acteurs sur la pelouse. L'organisation de ce match amical démontre une fois encore la solidarité de l'Algérie envers la cause sahraoui à l'occasion des festivités organisées pour la célébration du 50e anniversaire de la création du Front Polisario et le déclenchement de la lutte armée. فخورون بوجودنا هنا وبتأسيس المنتخب الوطني. Nous sommes contents d'être en Algérie et fiers de la création de notre équipe nationale. Nous remercions ce grand pays et son peuple qui nous a toujours soutenus. La nouvelle étape pour cette équipe désormais sera de baliser le chemin pour le sport sahraoui en général et le football en particulier au sein des compétitions internationales, en revendiquant le droit notamment de la RASD à être membre de la Confédération africaine de football afin qu'elle puisse participer à l'avenir aux différentes compétitions continentales ou internationales à l'instar des autres pays membres. رفقة عائلتي كما تتابع الجماهير الصحراوية الآن. Je suis là avec ma petite famille à suivre ce match historique à partir des territoires occupés. Cette rencontre a une grande symbolique et qui coïncide avec la double célébration du 50e anniversaire de la proclamation du Front Polisario, le 10 et le 20 mai 1973 et du déclenchement de la lutte armée. والسياق والمكان فهي تتزامن مع الذكرى المزدوجة لجبهة البوليساريو. Cette équipe sahraoui constituée majoritairement de joueurs évoluant dans les championnats européens veut s'inspirer donc de l'illustre équipe du FLN pour marcher sur ses traces et porter partout dans le monde son message de lutte pour sa libération. Vous étiez présent au stade Nelson Mandela hier soir. Abdelnour Kawa, vous avez commenté ce match en compagnie de Mokhtar Hammani. Qu'avez-vous ressenti en étant dans cette enceinte et pour suivre? C'est un match gala, évidemment. Le score importe peu avec cette victoire du Mouloudia d'Alger, 6-1. Mais c'est surtout cette ambiance qui régnait au stade. Il y avait tout d'abord la symbolique. Le fait de jouer sur un stade qui porte le nom d'un grand révolutionnaire qui a toujours lutté pour la liberté, donc Nelson Mandela. L'équipe du Mouloudia qui est des pionniers, des équipes qui ont joué justement pour prouver et montrer aux yeux du monde que l'Algérie devait être indépendante. Donc ça avait joué un rôle énorme dans la révolution. Et enfin, cette équipe du Sahara occidental, qui est en train de suivre, comme vous l'avez dit dans votre sujet,
un peu, bon, toute proportion gardée, bien entendu, l'équipe FNL. Donc, c'est une symbolique extraordinaire. Et puis, ce qu'il y avait de bien hier, c'est qu'il y a eu un engouement extraordinaire des supporters et du Mouloudia et du Sahara occidental, puisqu'il y avait quand même pas mal de Sahraouis qui étaient présents au stade. Il y avait une ambiance festive, bien entendu, puisque c'était un match de gala. Bon, le plus important, c'est que c'est une date historique. Vous avez parlé de la création de cette équipe nationale sahraoui. La sélection a toujours existé, depuis 88. Mais là, c'est sous l'égide de la fédération. Sous l'égide de la fédération, une équipe nationale bien structurée. Et j'espère qu'ils vont avoir gain de cause et pouvoir participer à des compétitions africaines. Justement, quelle symbolique, pour cette jeune équipe nationale sahraoui de disputer son premier match international en Algérie. Et comme l'a bien souligné Abdelnour Mziane, dans cette enceinte qui porte le nom de Nelson Mandela. Et c'est un acte historique, en tous les cas, c'est une date historique pour le football sahraoui. C'est aussi une occasion de toujours décrier ce qui se passe dans le monde par le fait que ce peuple lutte pour son indépendance. Et je crois que le football aussi est un canal qui est important pour montrer justement aux autres porter le message, bien sûr, porter le message. Et j'espère que pour le football sahraoui, tout aura écho auprès de la Confédération africaine pour justement pouvoir participer aux rencontres. L'Algérie a toujours été présente dans ce genre de manifestation, une fois de plus, fidèle à ses principes. Elle est toujours là pour soutenir les peuples opprimés. Très très bien, on espère évidemment voir cette équipe sahraoui justement disputer d'autres matchs à l'international et justement être affilié très très bientôt à la Confédération africaine de football pour justement prendre part, pourquoi pas, dans les années futures aux compétitions continentales officielles. Place à présent à la CAN U17, là aussi l'Algérie qui a abrité une nouvelle fois une compétition majeure cette année après le CHAN donc en début d'année, et cette compétition des U17 qui a vu l'équipe du Sénégal remporter le trophée aux dépens du Maroc en finale. On va suivre le sujet réalisé par Riyad Belkhedim et on revient au débat. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui s'est achevée avec cette reconnaissance des instances du football africain que l'Algérie, organisatrice de cette édition qui a sacré les jeunes du Sénégal, a encore une fois réussi son pari en offrant tout le confort matériel et technique aux sélections participantes, comme elle a confirmé sa capacité autant à accompagner le développement du football continental qu'à organiser les grandes compétitions africaines et internationales. Ce sont là les mots du président de la CAF, Patrice Motsepe, qui a exprimé sa reconnaissance à l'Algérie. Toutes les délégations sportives ont été placées autant à Alger, Constantine qu'à Annaba dans les meilleures conditions techniques, logistiques et d'hébergement pour qu'elles puissent pleinement participer à ce tournoi de football dédié aux jeunes, se conformant totalement aux recommandations de l'instance africaine en ce qui concerne les volets de développement, de formation des jeunes talents africains. Sur le plan technique, les jeunes des sélections africaines ayant participé à cette 14e édition en Algérie ont montré toute la progression du football en Afrique, ainsi que la prise en charge au sein d'académies de formation, à l'instar de celles existant au Sénégal et en Algérie, dont celle de la FAF des jeunes talents. La CAF a mis en place pour les pays membres du continent le programme de développement des jeunes talents de la FIFA, dirigé par l'ex-manager du club anglais d'Arsenal, Arsène Wenger, et doté d'une enveloppe financière de 200 millions de dollars. Le développement du football africain a été mis en évidence en Algérie au détour de cette CAN des U17 à travers les infrastructures dédiées au football, dont le somptueux stade Nelson Mandela de Baraki ou les enceintes sportives de plus de 40 000 spectateurs de Constantine, Shahid Hamlaoui et de Annaba, stade du 19 mai 56. La grande révélation et la logique a été respectée lors de cette CAN par le sacre de la meilleure formation du tournoi, celle du Sénégal, qui a montré toute la croissance tant au niveau de la gestion, de la formation que de la prise en charge des jeunes footballeurs locaux. Les Lionceaux de la Teranga ont décroché pour la première fois de leur histoire le titre de la catégorie des moins de 17 ans, une consécration qui confirme la bonne santé du football sénégalais qui décroche son 5e titre continental en l'espace d'un an et demi après ceux de la CAN des beach soccer en 2021, la CAN 2021 des seniors au Cameroun, le CHAN 2023 en Algérie et la CAN 2023 des U20, c'était en Égypte. Enfin, pour conclure,
Cette phase finale de cette 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans a encore une fois prouvé que notre pays possède les moyens et le savoir-faire pour remplir le cahier des charges d'une grande compétition telle que la Coupe d'Afrique des Nations et qu'une nation du football comme l'Algérie est prête à accueillir une CAN 35 ans après. Tout à fait, Riyad Belkhadim, l'Algérie a prouvé une nouvelle fois qu'elle avait tous les moyens justement pour organiser une telle compétition, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations des seniors. Et pour revenir sur cette CAN U17, donc avec la victoire du Sénégal, on a aussi avec nous un ancien plutôt international algérien, j'ai nommé Samir Belloufa, qui est avec nous en direct donc à travers Skype. Samir Belloufa, est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, bonsoir, je vous entends. Merci Samir d'être avec nous donc sur notre plateau. Bon, à distance, bien évidemment, à travers cette technologie technologie là aussi de la Skype. Pour revenir sur cette CAN U17, le Sénégal a une nouvelle fois triomphé, donc 5e titre là aussi pour ce pays. Donc on peut parler d'une stratégie payante au niveau de la direction technique nationale sénégalaise. Qu'avez-vous à dire sur cette équipe sénégalaise et surtout le niveau global, le niveau technique global de cette CAN? En ce qui concerne le Sénégal, on pouvait effectivement s'y attendre. J'ai pu regarder, moi en ce qui me concerne, les matchs de l'Algérie, donc contre la Somalie et contre le Sénégal et celui du Maroc. Et non, effectivement, c'est mérité dans l'ensemble de la compétition. Ils ont complètement mérité cette victoire. Après, en ce qui concerne l'Algérie, moi je pense que sur les matchs, je parle juste en conscience des matchs que j'ai visionnés, elle a fait quand même des matchs qui étaient quand même assez intéressants dans l'ensemble. Il faut pas, je pense que lors de cette compétition, il ne faut pas tout jeter de la part de notre équipe nationale. Il y a eu du bon, il y a eu un petit peu effectivement du moins bon, mais c'est une équipe qui a de la qualité, des joueurs de talent également. Et je pense qu'avec l'avenir, tout va se mettre en place pour pouvoir effectivement concurrencer les équipes comme le Sénégal ou d'autres. Très très bien, je reviens vers vous dans quelques instants, Samir Belloufa. Là, je vais poser la question à Karim Mertmour. Là, Karim, vous êtes un petit peu là depuis quelques mois en étant dans le staff technique de l'équipe Aprime. Vous avez eu à suivre pas mal de matchs du championnat algérien. J'imagine là aussi vous avez suivi cette CAN U17. Qu'avez-vous pensé, notamment là aussi, une nouvelle fois de cette équipe sénégalaise qui domine tout le monde? Il y a eu notamment, c'est le 2e trophée acquis par le Sénégal en Algérie après le Chan début d'année. Il y a une domination totale du Sénégal en ce moment sur l'Afrique. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils arrivent à dominer comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ça, c'est qu'une conséquence en fait. Quand on regarde comme ça un titre, c'est une conséquence. Il faut essayer de voir le travail qui a été fait derrière. Voilà. C'est le fruit d'un long travail. Voilà, c'est le fruit d'un long travail. Et dans le football, c'est pas on travaille dans l'urgence, ça paye pas. C'est du travail sur du long terme. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on parle toujours de formation. Il faut même aller plus loin, parler de pré-formation. Quand vous avez supervisé cette équipe sénégalaise, je parle de l'équipe Aprime avant la finale, j'imagine que vous l'avez bien suivi. Là aussi, il y avait des jeunes joueurs, on parlait de jeunes joueurs de 18-19 ans au sein de cette sélection Aprime sénégalaise. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? On parle de morphologie, de cette condition physique exceptionnelle, quand on voit des jeunes de 14-15 ans qui ont une morphotype d'un senior. Est-ce que ça... Non, moi, c'est pas ça qui m'a marqué le plus. Ce qui m'a marqué le plus, plutôt, c'est-à-dire les automatismes qu'ils avaient acquis qu'il y avait une préformation et une formation qui avait été faite, parce qu'ils avaient des automatismes de base que, par exemple, en Algérie, on n'a pas, que les joueurs ne travaillent pas sur les prises d'informations, sur des choses comme ça. Et je veux dire, nous, on a bien analysé. Nous, ils nous ont mis en défaut sur les mouvements au milieu de terrain où ils permuttaient beaucoup, où ils arrivaient, ils étaient coordonnés, il y avait
Et voilà, c'était huilé chez eux. Ça se voit que ça faisait des années qu'ils jouaient tous ensemble, qu'ils se connaissaient. Formés ensemble, là, Formés ensemble. Au niveau des 4 centres de formation au Sénégal. Donc il y avait beaucoup de petits détails comme ça qui... ça n'a pas été spécialement la raison pour laquelle on n'a pas gagné la finale. Ça s'est joué aussi au tir au but. Donc on pouvait l'emporter aussi. Après, dans l'analyse technique, on va dire purement du match et les choses qu'on avait préparées en amont et ce qui est arrivé le jour du match, on avait anticipé un peu tout ça. Et c'est ce que nous on se disait, ça se voit qu'ils ont été formés. Il y a des choses qui sont automatisées chez eux. Ça veut dire qu'ils réfléchissent pas quand ils jouent, c'est automatique sur les placements. Et vous deviez. Alors que nous, on réfléchissait plus parce que forcément, quand c'était des choses qu'on travaillait, que c'est des. Il y avait des fois, c'est des notions. Alors quand on dit de formation, c'est des notions que quand on est formé, on a automatisé en soi. Et quand on n'a pas été formé, du coup, on doit réfléchir et du coup, on perd un peu de temps des fois. La différence, elle est là. Quand tu es en première intention, tu la donnes, et quand tu n'as pas toute la formation nécessaire, tu fais un contrôle, tu fais 2 contrôles, et c'est trop tard. Exactement. Zen, justement, sur ce tournoi, vous l'avez bien suivi là aussi. Oui. On va dire que, sans s'attarder un petit peu sur cette élimination précoce de l'équipe nationale, un travail nous attend au niveau notamment de la DTN. Ah, tout à fait. Je crois que les 3 points importants que j'ai pu relever lors de ce tournoi, c'est d'abord la bonne organisation d'ensemble. Il y avait de beaux terrains de jeu. Je crois que les conditions étaient réunies pour que justement il y ait un tournoi de qualité. Et ensuite, pour les moins de 17 ans, c'est vrai que des équipes comme le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, à un degré moindre, le Nigeria. Je crois que ce sont... moi j'ai été... Franchement, je ne m'attendais pas à ce que le Sénégal, un certain nombre de joueurs du Sénégal puissent avoir une maîtrise gestuelle, une maîtrise technique et... une réflexion tactique aussi développée à cet âge-là. Le meilleur joueur du tournoi n'a que 14 ans. À cet âge-là, c'est véritablement surprenant. Mais enfin, et puis en 3e point, toute la différence qu'il y a entre le système de dépistage, le système de formation, si je peux m'exprimer ainsi. L'identification aussi. En Algérie, il n'y en a pas, mais enfin, disons, les quelques initiatives qu'il y a eu ces dernières années, il faudra attendre encore longtemps. Les Sénégalais, ils ont mis 20 ans. Pour arriver le directeur technique national sénégalais que j'ai eu, on en a parlé, depuis 2011. Installé depuis 2011, Mayacine Mar. Donc malgré les mauvais résultats qu'il y avait pendant une dizaine d'années, les premières académies en 2000. Donc il a pu récolter le fruit du travail après. L'entraîneur des U17, il est entraîneur des jeunes depuis 2008. Exact. Voilà. Là aussi, ça parle effectivement et ça joue. Vous avez. Ouais, non, mais je disais parce que moi, ça me surprenait pas le résultat parce qu'il y avait un reportage qui a été fait où il y a une académie qui est en partenariat avec Lyon. FC Metz. Il y en a une qui est avec FC Metz, c'est Génération Foot. Génération Foot et Jambar. Et l'autre qui est avec l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais ont amené une équipe. Justement, je crois que c'était des U17, si je dis pas de bêtises. Et cette académie au Sénégal leur a mis 6-7-8-0. Donc ils ont fait une démonstration. Après, il y avait la chaleur, plein de paramètres, mais ça n'empêche qu'il y a une domination totale de cette équipe. Donc voilà, il y a plein de leçons à tirer. Comme dit, maintenant, c'est d'essayer d'avoir une vision pour le football algérien, où il doit aller, dans quelle direction, et de mettre... Voilà. Et justement, en parlant de vision, là aussi, je reviens à Samir Belloufa. Samir, on a eu à discuter la semaine dernière sur ce même plateau, justement, de cette problématique de la formation qui touche le football algérien. Que préconisez-vous justement, Samir, vous qui êtes désormais un petit peu dans ce milieu, en tout cas vous êtes entraîneur, je le disais, depuis quelques années maintenant. Comment voyez-vous l'avenir du football algérien, notamment au niveau des jeunes catégories? Qu'est-ce qu'il faudra faire justement pour améliorer les choses? En fait, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit, et je suis complètement d'accord avec les collègues, notamment avec Karim qui dit qu'il faut
Il faut du temps. La chose qu'il faut, c'est exactement ça, c'est du temps. S'entourer de bonnes personnes capables de pouvoir amener un joueur au fil des jours et des semaines à progresser. Et je pense que ça, effectivement, en laisser le temps aux éducateurs, comme on vient de l'entendre, c'est-à-dire qu'au Sénégal, il y a effectivement des entraîneurs qui sont là depuis de nombreuses années. Donc il y a un travail qui est fait de base. Et l'équipe, enfin les joueurs qui sont littéralement ensemble depuis des années progressent ensemble. Il y a un progrès collectif, à la fois collectif et individuel. Et c'est ça qui fait aussi, je pense, une grande différence. Et étant donné qu'il y a énormément de clubs français qui investissent et qui viennent aussi, je pense, beaucoup avec des entraîneurs européens pour pouvoir essayer de ramener une culture, une formation. On sait très bien quelle est la formation en France, dans plusieurs clubs français. Elle est assez élevée. Donc, automatiquement, cette manière de travailler est apportée en Afrique, plus particulièrement en Afrique noire, et qui donne aujourd'hui cette avance, comme je l'ai pu entendre tout à l'heure. Et je pense que pour l'Algérie, on est un petit peu aussi dans cette voie-là, et les deux académies de la FAF qui sont là et qui essaient de ramener effectivement un travail avec des gens compétents. Bien sûr, ça ne se fait pas en l'espace de quelques mois ou quelques années. Il faut laisser le temps à ces académies, à ces formateurs, laisser le temps de travailler. Et effectivement, peut-être aussi ramener des méthodes de l'extérieur. C'est comme on l'a pu l'entendre. Il y a aussi énormément de choses qui, même que ce soit dans des clubs professionnels, il y a des manques, c'est-à-dire au niveau du travail individuel. Aujourd'hui, c'est très difficile. On va dire que voir, par exemple, voilà, Samuel, on va dire que ça va après, ça va être du travail, du ressent, notamment de la DTN, de la Direction Technique Nationale, justement, d'élaborer tout un programme pour relancer, notamment avec la nomination il y a quelques mois de cela de Moustapha Biskri. Juste rebondir encore là-dessus, parce que aussi un petit peu, c'est qu'il faut donner les moyens aussi de façon à la DTN et à la fédération, parce que on parle de formation. Mais moi, je vais donner le cas en Allemagne. En Allemagne, il y a combien de centres de formation ? Il y en a peut-être 60 sur le pays. Et là, c'est les clubs qui y forment. Oui, mais là, on parle de quoi ? On parle d'essayer d'avoir 1, 2 clubs. Si on veut vraiment une vraie politique, il faut donner les moyens pour qu'on ait au moins 30, 40 centres de formation en Algérie et de centres de pré-formation, et les éducateurs eux-mêmes qui soient formés aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a un souci de formateurs. Il faudra former les formateurs. Il ne faut pas juste réduire le sujet en disant oui, formation. C'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. C'est un processus qui est compliqué, évidemment, et c'est du ressort. Je reviens vers vous dans quelques instants. Je vais rester avec vous, Samuel, justement en parlant de vision et notamment de DTN. Là aussi, il y a des informations qui circulent, notamment ces derniers temps, et qui parlent justement de votre arrivée imminente à la tête de l'équipe nationale U20. On dit que vous avez déposé votre candidature et que vous avez été sollicité, en tout cas récemment, par la fédération. Qu'en est-il au juste ? Est-ce qu'il y a du vrai dans tout ça ? Le vrai, c'est effectivement que j'ai postulé pour ce poste-là. Je n'ai pas eu directement de contact avec les gens de la fédération. Mais c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur de pouvoir relever ce défi. Je serai éventuellement là dès que l'Algérie aura besoin de moi. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas eu directement de contact avec les gens de la fédération qui prennent ce genre de décision. Samuel, vous avez un programme justement, un programme peut-être à proposer pour cette équipe U20, puisque vous dites vous avez postulé officiellement. J'imagine que vous avez dans une partie de votre tête justement un programme à proposer. Écoutez, un programme, je ne vais pas parler d'un programme étant donné que j'ai pas encore le poste. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, il y aura quelque chose à faire.
à faire. Il y a des moins de 20 qui n'existent plus depuis le mois d'octobre au mois de novembre, si mes souvenirs sont exacts. Après l'élimination. Oui, exactement, après l'élimination. Donc il n'y a plus de rassemblement. Et aujourd'hui, je pense que les joueurs qui devront faire cette équipe des U20 seront ces U17 ou U18. U18 qui a d'ailleurs aussi été arrêté à partir du mois de juin ou juillet, je pense, de l'année passée. Depuis les Jeux méditerranéens. Donc se baser sur ça et puis après, effectivement, voir ce qu'on peut faire avec l'équipe. Mais en tout cas, il y a du potentiel, que ce soit avec les U18 ou les U17. Il y a quelque chose à faire, en tout cas. Très très bien, Samuel, vous restez avec nous. Là aussi, messieurs, un mot sur... Je voulais revenir très rapidement. Tout à l'heure, Mziane avait parlé du directeur technique sénégalais. Il est installé depuis 2011, donc ça fait la 12e année, donc il fait sa 13e année, donc une stabilité. On a parlé de l'entraîneur des jeunes qui est en poste depuis 2008. Moi, l'exemple le plus concret pour moi, et qui est assez significatif, Karim doit le connaître, c'est un peu la France. En 1974, ils étaient un peu à la traîne au niveau mondial et européen. Il y a eu le fameux plan Boulogne qui avait obligé tous les clubs. Il y avait le seul centre qui existait en France, c'était l'INF de Vichy. Et donc, il avait forcé tous les clubs à avoir un centre de formation. Et ils ont commencé par le commencement à mettre en place, à créer des formateurs. Et aujourd'hui, l'exemple de la formation française est reconnu mondialement. Exact. Donc c'est pas le fait du hasard. Boulogne a lancé son plan en 1974, ils sont champions du monde en 1998. 24 ans après, c'est la consécration. Donc nous, le gros problème, d'abord... Là, en tout cas, Samir touche du bois, en tout cas un truc important. Alors, quand il parle notamment de ces sélections, il parle des U20. Depuis leur élimination, il n'y a pas eu de regroupement. Pareil pour les U18 éliminés Quand on parle de stabilité, mais moi depuis 2009 que je suis revenu au niveau de l'équipe nationale, il y a eu une dizaine de directeurs techniques qui sont passés. C'est déjà... Donc dès il y a une direction technique nationale qui s'installe, qui met un plan en route, dès 2 ans après ou une année après, il y a un nouveau... On efface tout et on recommence. Donc on ne fait que stagner. Donc j'espère que cette fois-ci, ça nous sert de leçon et puis qu'on avancera. Oui, mais Mziane ou Karim. Juste, si moi aussi je permets d'enchaîner un peu là-dessus, parce que je pense que là on parle de sélectionneur et tout, ça serait de donner un peu trop de responsabilité à un sélectionneur. C'est pas un pompier, c'est pas quelqu'un qui va venir, qui va à lui-même régler tous les problèmes. Au contraire, moi je le vois en tout cas quand je l'étais à Leverkusen, il y a une politique qui doit être mise en place et après c'est l'entraîneur qui vient et qui applique cette politique-là. Et est-ce qu'il correspond à la philosophie de jeu que la fédération, en tout cas que la vision veut faire. Il faudra bien choisir son sélectionneur. Voilà, c'est d'abord pour moi l'étape, c'est de dire dans quelle vision on a, dans quelle direction on veut aller et quels sont les hommes qui peuvent amener les équipes nationales dans cette direction. Rapidement, bien. En tous les cas, il ne faudrait pas confondre entre mettre un sélectionneur pour diriger une équipe sur un objectif précis, participer aux Jeux méditerranéens, et la formation, c'est autre chose. Ah ouais. Je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin de s'inscrire dans un cadre à long terme. Mettre en place les structures et l'organisation pour former des joueurs, justement. Il a parlé de l'encadrement des formateurs. Bien sûr qu'il faudra le faire. D'avoir les infrastructures nécessaires pour, justement, débuter cette formation. Le résultat, ce n'est pas pour demain. Le résultat, c'est dans quelques années qu'il faudra attendre. Si on commence aujourd'hui avec les moins de 13 ans ou les moins de 11 ans ou les moins de 9 ans, il faudra attendre au moins 10 ans pour qu'ils soient véritablement performants. Donc aujourd'hui, mettre des gens compétents à la tête des sélections qui existent déjà, c'est une bonne chose. Mais ça ne règle pas le problème de la formation. On parle là aussi d'une victoire algérienne au niveau de l'organisation. Je le disais, donc après les Jeux méditerranéens, il y a eu le Chan, là aussi une totale réussite. Évidemment, le travail se poursuit avec cette CAN U17 parfaitement organisé là aussi par l'Algérie. On va écouter notamment le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui nous parle justement de cette organisation parfaite de l'Algérie. This country has got world-class facilities.
L'Algérie a prouvé qu'elle reste un pays de football par excellence et capable de relever les défis dans les grandes manifestations sportives. Il y a eu cette déclaration, une déclaration assez rapide de Motsepe. Là aussi, Abdelnour, on va dire, on n'avait pas de doute sur la capacité de l'Algérie à organiser cette CAN U17 après la réussite notamment des événements précédents. Et là, justement, c'est une nouvelle fois, l'Algérie prouve une nouvelle fois qu'elle a les moyens, en tout cas, de décrocher la CAN on a été très 2025. longtemps absent de ce genre de compétition. On était très, très loin. On n'avait pas organisé depuis de nombreuses années. Motsepe connaît très bien l'Algérie, puisque c'est pas hier qu'il est venu. Il a commencé à venir lors du Chan. Il était venu bien avant. Donc il connaît très bien les capacités du football algérien. D'ailleurs, il reconnaît, l'Algérie est un pays de football, ça tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, ce qu'on a de plus, c'est qu'on a des terrains merveilleux. Des infrastructures. Et puis on a mis les moyens pour pouvoir bien organiser ce genre de compétition. Bon, maintenant, est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Là, il faut attendre, absolument, il va y avoir la désignation des pays qui vont recevoir la Coupe d'Afrique 2025 et 2027. Donc j'espère que l'Algérie fera partie des pays, puisqu'il ne tarit pas d'éloges. Donc j'espère que... il faudra par la suite voir les membres du comité exécutif, c'est eux qui vont voter. On a tout dit en tout cas sur cette CAN U17 et on espère voir notre équipe algérienne évidemment rebondira très très bientôt. On passe à présent à l'autre actualité de la semaine qui concerne l'USM Alger après ce jingle. Et donc l'USM Alger qualifié pour la finale de la Coupe de la Confédération. On va dire que le seul représentant, en tout cas dans cette compétition africaine, a pu relever le défi et en atteignant pour la première fois de son histoire l'USMA cette finale de la Coupe de la Confédération où elle va affronter les Tanzaniens des Young Africans. Avant de voir les images, notamment de la victoire usmiste mercredi dernier au stade du 5 juillet face à l'ASEC Mimosa, je reviens vers Samir Belloufa. Samir, justement, j'imagine que vous suivez de près là aussi l'actualité du football algérien. C'est vrai qu'il y a eu cette désillusion notamment du CRB Louis-Z en Ligue des champions africaine et de la JS Kabylie, mais surtout le CRB, puisqu'on misait énormément sur le Chebeb, triple champion d'Algérie, qui a été éliminé au terme des quarts de finale par l'équipe des Mamelody Sundowns. L'USMA, avec cette qualification en finale, c'est bien aussi pour l'image du football national. Est-ce que vous m'entendez, Samir? Apparemment, il y a un souci de son. On revient vers Samir dans quelques instants. À la régie, on essaye de voir avec Samir s'il nous entend ou pas. Mziane, justement sur cette qualification de l'USMA en finale, on va dire une qualification méritée. Et beaucoup disent, notamment du côté des supporters de l'USMA, c'est l'année ou jamais. On sent que ça tend les bras, en tout cas, à l'USMA. Quand on arrive à ce niveau de compétition, c'est normal, on aiguise son appétit. Sachant que le match retour de cette finale se tiendra au stade du 5 juillet. Tout à fait. Moi, je crois qu'ils ont montré de belles choses durant cette demi-finale, face quand même à une équipe qui a des traditions dans cette compétition, la SEC Abidjan, même si c'est plus la SEC d'antan, mais tout de même ça reste une formation assez compétitive. Je crois que l'USMA, depuis l'arrivée de Benchikha, il a changé beaucoup de choses. Il a apporté plus de rigueur, il a apporté plus de volonté dans le jeu, il y a plus d'agressivité, il y a plus de... En tous les cas, on sent un groupe qui vit bien, qui veut aller de l'avant et qui veut réussir. C'est surtout l'envie, on sent un groupe qui a vraiment envie de réussir. Il a véritablement... Il a été à l'origine de la résurrection de certains joueurs aussi, qui n'étaient plus là depuis assez longtemps et qui reviennent à un bon niveau sur le plan physique notamment. Je crois que l'USMA est très bien parti en tous les cas pour terminer la saison avec un trophée africain. Je l'espère en tous les cas et je le souhaite pour l'USMA. Karim, justement, vous connaissez bien Abdelhak Benchikha.
puisque vous l'avez côtoyé en sélection nationale, même si ça n'a pas énormément... il n'y a pas eu, on va dire, beaucoup de stages avec lui, puisqu'il n'a pas tardé à la tête de cette sélection nationale. Certains diront qu'il sait parler aux joueurs, Abdelhaq. Ah bah oui, c'était dommage que ça se finisse aussi rapidement. En tout cas, moi j'avais beaucoup apprécié. Et oui, c'est vrai qu'il avait eu tout de suite des mots assez paternels, j'ai envie de dire. Quand il parle des joueurs, il dit ouladi, donc il parle mes enfants. Donc, voilà, donc c'est vraiment cette sensation et d'essayer de travailler sur cette cohésion d'équipe. Je l'avais senti à l'époque en équipe nationale. Après, voilà, il n'avait pas eu le temps. Et puis, il y a eu cette défaite après qui a vraiment... Voilà, mais non, mais en tout cas, voilà, moi j'ai toujours dit que du bien de lui parce que voilà, je le pense sincèrement. Sur cette qualification du SMA, vous connaissez désormais bien les joueurs algériens, notamment ceux qui évoluent en Algérie, puisque je rappelle, vous faites partie du staff technique de l'équipe nationale A-Prime en compagnie de Majid Bouguera et Jamal Mousbah Ben Hammoula aussi. Vous avez eu notamment en sélection nationale beaucoup de joueurs de l'USMA et du CRB aussi. Donc vous avez senti en cette équipe de l'USMA du potentiel, notamment chez leurs joueurs. Ah bah oui, non, mais c'est clair que dans l'USMA, ils ont des top joueurs qui peuvent tout faire, qui sont capables de tout faire. Et puis s'ils sont dans de bonnes conditions, de toute façon c'est d'une manière générale tous les joueurs algériens, on a des pépites c'est moi par moment même. Voilà, on a essayé de les pousser encore plus, de leur faire prendre conscience du grand potentiel qu'ils avaient chacun d'eux et qu'ils n'avaient rien à envier à qui que ce soit. Et à l'image là de l'USMA qui fait de belles choses, je suis très content pour chacun des joueurs avec qui j'ai eu la chance de côtoyer, quoi. C'est bien, déjà une expérience comme le Chan permet à ces jeunes joueurs aussi Abdelnour de prendre l'expérience, notamment sur la scène africaine. Oui, bon, le Chan, il ne faut pas oublier qu'il s'est joué en Algérie. Hein. Bon, mais c'est vrai, c'est connaître un peu la valeur des joueurs africains, des équipes africaines. Là, l'USMA est en train de se faire un... Moi, je pense que le fait déjà qu'ils aient éliminé le phare de Rabat, ils ont grand ouvert les portes de la finale, ils y sont arrivés. On a vu contre Mimosa... Mzien l'a dit, je vais le répéter encore une fois, c'est pas le Mimosa des années 90. L'USMA a bien fait, on va dire, elle a su aborder le match aller, parce que l'équipe du Mimosa on avait dit qu'un 0-0 c'était une bonne chose, mais il aurait fallu un 1, ça aurait été mieux pour moi. C'est-à-dire que quand tu marques un but... C'est vrai qu'à un moment donné, l'USMA menait 1-0, retour des vestiaires, il y a eu cette action lors du dégagement du gardien Ben Boud qui aurait pu coûter cher. Ça a passé. Mais là, ils font depuis l'avenue de Abdelhaq, je crois que l'USMA est en train de prendre conscience qu'ils ont les capacités d'aller très loin. Hein. Maintenant, il reste 2 matchs, en 90 minutes en Tanzanie, et puis 90 minutes éventuellement ici à Alger. Je pense qu'ils ont beaucoup de chance de pouvoir... L'essentiel, c'est de faire un bon match en Tanzanie. Il ne faut pas oublier que cette équipe n'est pas arrivée en finale comme ça par le fait du hasard. Hein. C'est une équipe elle a battu en demi-finale les Mahomo Gayant en aller-retour. Donc ça dénote aussi de sa force. Ils ont 3 bons attaquants qui peuvent faire du mal si on leur laisse du champ. Donc de toute façon, Abdelhaq est conscient de ce qu'il attend et toute l'équipe de l'USMA sait comment aborder ce match et j'espère qu'ils vont porter cette étoile tant attendue depuis beaucoup d'années. Hein. Justement, je coupe un peu, je suis désolé, mais ils sont en finale. Il n'y a pas eu de petite équipe ou quoi que ce soit. C'est sûr. Même les équipes, si elles étaient par le passé plus grandes ou plus petites, ce qu'ils ont fait, c'est quand même un exploit. C'est pas rien, oui. Arriver à ce stade-là, c'est que... Après il faudra aussi remporter ce trophée, puisque la GSK l'a perdu. Moi, je me rappelle, on avait invité le président il y a 3 semaines de ça. Hein. On parlait de crise à l'USMA à ce moment-là. On parlait de crise. Parce qu'il y a eu une cassure à ce moment-là entre les supporters. Si jamais des clubs sont en crise et puis ils arrivent à avoir une Coupe d'Afrique, moi je voudrais bien avoir un club comme ça. C'est vrai que cette victoire, notamment face au club marocain des Phares,
Émirats de Rabat a ouvert les portes de la finale, et surtout a resserré les liens au sein de l'USMA après une cassure, on le disait même sur ce plateau, depuis l'entame de la saison. Et vous faites bien de parler aussi d'Abdelhak Ben Chikha qui a su relancer cette équipe. Mais chose lui, qui n'était pas évidente. Effectivement, et il n'est pas le seul, puisque c'est tout un staff qui l'accompagne. Et justement, je me suis approché des hommes de l'ombre, là aussi, du staff technique mené par Abdelhak Ben Chikha, qui nous parle justement de ce parcours en Coupe d'Afrique. Derrière une équipe qui gagne aussi, une ossature autour du staff technique qui est derrière les joueurs et qui les motive et qui justement les dirige sur le terrain. Et on a aujourd'hui ce succès 2-0 qui qualifie l'USMA pour cette finale. Je commencerai évidemment de droite à gauche. C'était pas facile. Il faut que les gens. On a joué contre une grande équipe Mimosa qui joue au ballon. On sait que le match est facile. C'est pour ça qu'on a trouvé un peu de difficulté en deuxième mi-temps. Mais je pense que le mérite revient aux joueurs, au staff technique, à la direction aussi, sans oublier le public algérien, même d'autres équipes, parce qu'on a vu qu'il y a d'autres drapeaux qu'un stage. Je pense que le mérite revient à tout le monde. Inch'Allah, on va faire tout pour remporter cette Coupe d'Afrique. L'USMA, elle cherche cette coupe. Inch'Allah, avec ce staff, avec toute l'équipe, Inch'Allah, on va réussir, Inch'Allah. Hadj, quelle ambiance au stade. On va dire on a retrouvé l'USMA d'antan, là aussi avec un public derrière son équipe et surtout des joueurs guerriers sur le terrain. Ça nous a fait rappeler notre jeunesse. Écoute, le public de l'USMA, pour moi, c'est le meilleur public au monde. Quand ils veulent faire la fête et l'ambiance qu'on avait aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'ils ont répondu à l'appel. On les félicite et on leur donne rendez-vous pour le 3, Inch'Allah. Espérons que les joueurs vont récupérer toutes les forces et les sensations. Encore une fois, on remercie les joueurs parce que c'est eux les acteurs, c'est eux qui ont fait beaucoup de sacrifices. Ils ont arrivé à ce stade de la compétition, je pense que c'est mérité. Le mérite revient à notre coach Abdelhak Ben Chikha qui les rani à Tarif. Et puis le staff, il est complémentaire. Je pense qu'il a été choisi par le coach. La direction qui a mis tous les moyens. Je pense que le staff médical, le staff logistique, l'équipementier, les chauffeurs du bus, tout le monde a contribué à cette première consécration. Inch'Allah, on va se préparer pour les deux matchs à venir. Ça va être court, le 28 et demain, le 28 et le 3. Inch'Allah, on va être au rendez-vous. Mais n'oublions pas qu'on est intraitable au 16 juillet. J'espère que ça va continuer. Inch'Allah. Farid, là aussi, ça a été un match tactique, il faut le reconnaître. Une équipe de la SEC qui, on va dire, a essayé de tenter justement et n'a pas lâché prise. Mais au final, c'est l'USMA qui gagne et qui se qualifie. Oui, bon, on le savait. C'est au départ qu'on avait affaire à une bonne équipe, bien en place, individuellement, collectivement. Mais je pense qu'on était bien décidé au départ. Donc je pense bravo aux joueurs, bravo au staff technique, staff médical, tout le monde, la direction et surtout pour les supporters, ils ont été magnifiques, bravo pour eux. On a été vraiment choqués lorsqu'on a vu tout le stade Archicamp. Donc c'est une récompense pour tout le monde. Inch'Allah, on va aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Thank you so much! We are to the final! Quelles belles images, en tout cas, du côté de l'USM Alger. On espère voir... Dans 2 semaines, le même spectacle. En tout cas, j'ai signé un pacte avec le président de l'USMA. Ah bon je l'ai vu justement à l'issue du match et vu que c'était sa première apparition en tout cas avec nous et c'est quelqu'un de très discret. Très discret, donc l'unique passage télé c'était avec nous sur Canal Foot et on a signé un pacte. Je lui ai dit si vous gagnez la Coupe d'Afrique, donc la finale ça sera le 3 juin, un samedi. Le lendemain, le 4, il est avec nous, avec la coupe. N'est-ce pas, Abdallah? Oui. Donc, je vais voir si on a toujours avec nous Samir Belloufa. Il y a eu un souci de son, en tout cas, il avait du mal à nous écouter. On va tenter une dernière fois.
On me dit que c'est pas possible, voilà, malheureusement, il y a un souci technique. En tout cas, on remercie notre ami Samir Belloufa d'avoir été avec nous, en tout cas d'avoir pu partager ces moments avec nous dans cette émission, notamment, il dit, en tout cas, il officialise, il confirme avoir postulé pour le poste de sélectionneur des U20. On espère l'avoir avec nous très bientôt sur ce plateau ici. Au niveau de la télévision publique. Sur ce, on va finir un petit peu avec l'USMA, notamment sur ce match. On va dire il y aura une double confrontation. Le premier match, ça sera en Tanzanie à Dar es Salaam le 28 de ce mois. Ça sera donc dimanche prochain à Abdelnour. Comment aborder cette première manche selon vous? Je pense qu'Abdelhak a assez d'expérience pour pouvoir non seulement mettre en place un système qui va pouvoir gêner cette équipe qui joue très bien. Je vous dis, ils ont 3 attaquants qui sont très rapides, qui sont très adroits. Donc mettre en place un dispositif qui permet de freiner un peu tous les élans de cette équipe-là. Ils sont peut-être un peu fébriles dans l'axe central. Bon, mais de toute façon, aujourd'hui, vous savez, on sait tout d'une équipe qu'on va rencontrer, avec la technologie et tout. Donc, on a beaucoup de renseignements sur la qualité de jeu de l'équipe adverse. La force de Ben Chikha aussi, c'est qu'il sait étudier ses adversaires. Mine de rien, il fait partie actuellement des plus anciens entraîneurs en Algérie. Ça fait très longtemps qu'il a commencé. C'est vrai que ce n'est plus le Ben Chikha jeune qu'on avait connu il y a 25 ans de cela. Il avait commencé, je me rappelle de lui quand il était joueur, qu'il avait terminé sa carrière à Zarzis. Mais depuis, il a fait quand même du chemin. Il est passé par l'équipe nationale, ça a été très court, et puis ça a été une expérience malheureuse avec ce fameux match qu'on avait perdu à l'extérieur. Mais autrement, il a pris beaucoup de maturité dans son métier. Notamment à l'étranger, là aussi où il a confirmé. Absolument, il revient, il donne un peu tout son savoir, et c'est très important. Donc mettre en place un système qui puisse enrayer, et pourquoi pas essayer de marquer à l'extérieur, et là j'espère que ça va être la fête au retour. Inch'Allah, on l'espère. On passe à présent à la Liga. Voilà, donc la Liga, il n'y a pas eu de journée, puisque la 23e journée s'est disputée mercredi et jeudi dernier, donc pas de match le week-end, mis à part cette rencontre de mise à jour disputée cet après-midi au stade de Dar el Beida, et qui a opposé l'équipe du Parado Athletic Club devant l'équipe de l'USMA, justement. Le Parado, tenu en échec face à Shalom Laïd à la surprise générale jeudi dernier, devait se racheter face aux USMistes. On voit le résumé du match avec Sarah Derbel. Ils auraient eu 2 points de plus. Après un match nul devant Shalom Laïd, le Parado Athletic Club renoue avec la victoire en s'imposant devant le finaliste de la Coupe de la CAF, l'USM Alger. Un match bien négocié par les Pakistes, mais pas suffisant pour sortir la tête de l'eau. Et c'est avec un effectif largement remanié que les Rouges et Noirs ont entamé cette rencontre. Des occasions de part et d'autre, et il fallait attendre la 31e minute de jeu pour voir le Parado Athletic Club ouvrir le score par le biais de Mokaddem, qui permet au PAC de terminer cette première partie sur un score d'1-0. De retour des vestiaires, les USMistes déterminés à remettre les pendules à l'heure ont créé plusieurs occasions. 7 minutes après, Zakaria El Harish égalise pour l'USM Alger. « 90e minute de jeu, un but partout entre les deux équipes. Les attaques du Parado s'enchaînent et les protégés de Nadir Leknaoui aggravent la marque dans le temps additionnel et remportent cette rencontre sur un score de 2-1. Une victoire importante pour le PAC qui se maintient néanmoins à l'avant-dernière place au classement général, mais qui devra confirmer ce résultat lors des prochaines journées pour espérer valider sa place en Ligue 1. Quelle victoire, Zianéril.
on va dire, sur le gang, hein, quasiment. Le Paradou s'en sort bien avec ce but extrêmement important, hein, en toute fin de partie, à la 96e minute. 90e plus 6. Ben, tant mieux pour le Paradou qui se maintient, qui a encore un espoir de s'en sortir. C'est à eux de terminer la saison d'une fort belle manière. En tous les cas, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils gagnent des matchs. Justement, Abdelnour, on va dire que du côté du Paradou, on peut s'en mordre les doigts. Hein. Donc après ce match nul face à Chelromelade, on pensait, sachant que Chelromelade a déjà quitté la Liga depuis belle lurette, on pensait le Paradou... Chelromelade joue avec des jeunes. Hein. Donc, tout comme le Paradou, hein, c'est des jeunes contre des jeunes. C'est des espoirs qu'ils ont récupérés, puisque les joueurs seniors ont quitté le club. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu avoir 2 points supplémentaires avec cette victoire. Mais aujourd'hui, la victoire est très importante, parce que si jamais ils avaient perdu contre l'USMA, bon, on va dire que on s'acheminait vers un match nul, en tout cas, il y a eu cette dernière action. On va dire que l'USMA a fait reposer pratiquement ses titulaires. C'est vrai qu'ils ont, dans une semaine, ils ont un match très difficile. J'allais y revenir justement, Abdelnour. Certains, on va dire que notamment les clubs qui jouent pour le maintien, je parle de la JS Kabylie, Magra, Biskra, l'Arba'a peut-être, et les autres, peut-être peuvent être déçus de voir l'USMA jouer avec l'équipe bis. Mais on peut aussi comprendre la décision du staff technique de l'USMA après un match tout à fait logique. Imaginez disputé en faisant jouer des titulaires, 2 blessés ou 3 blessés, c'est un peu, ça va être un peu délicat. Bon, mais le fait est que le PAC marque 3 points, mais c'est pas encore fini. Il reste 7 matchs. C'est vrai qu'il y a, quand on revoit un peu le classement de Biskra, bon, un peu plus haut que Biskra, ils sont peut-être moins concernés, mais il y a quand même 5 équipes. On parle, 5 équipes on peut qui revenir au MCO, 9e avec 30 points. Avec un match retard. Hein. Oui, mais en tout cas, ils ont 30 points, il faudra le gagner ce match. Ça va être facile. Hein. La course au maintien va être très difficile. Elle est relancée, hein, notamment après les victoires de la JS Kabylie qui a pu sortir. Depuis l'avenue de Bouzidi, ils sont sur 3 victoires consécutives. Hein, donc. J'espère que cette fin de championnat sera d'abord qu'il n'y aura pas trop de problèmes, surtout sur la lutte pour le maintien. Place au classement donc, de cette Ligue 1 après ce match de mise à jour de la 20e journée de Ligue 1. Voilà donc, et messieurs, on va parler toujours de la Liga. On pensait prendre nos vacances plus tôt cette saison, mais malheureusement, Abdelkrim Medouar a tenu à ce qu'on reste jusqu'à... La preuve, c'est qu'on est à la 32e émission et avec 27 matchs. Hein. Exact, justement, c'est ce que je dis. On est en avance par rapport au championnat. D'ailleurs, je disais, donc... il était question qu'on termine la saison, Karim, du côté, on va dire, début juin. Ouais. Mais malheureusement, on va rester jusqu'à mi-juillet en tout cas, puisque la dernière journée de Liga est programmée pour le 1er juillet. Voire peut-être le 4, puisqu'il y a un autre match, le 4, celui qui va opposer l'USMA à la jeunesse sportive de la Sahara. Il y aura la Coupe d'Algérie ensuite. Donc, on est là pour au moins jusqu'au 15 juillet. Donc, et par rapport à la programmation qui a été justement dévoilée enfin par la Ligue nationale de football, va suivre le sujet de Fatah Abada, qui nous parle justement de cette fin de championnat. Écoutez, on va rester, comme je l'ai dit, jusqu'à mi-juillet, alors qu'au départ, on parlait de juin, justement. Date butoir, c'était la fin juin, ou plutôt la mi-juin pour la fin du championnat. Mais au final, on va rester jusqu'à juillet. Et ça a faussé un petit peu les calculs de pas mal de clubs. Et notamment, je vais en parler tout à l'heure, du CRB qui va prendre part à la Coupe arabe des clubs à partir du 20 juillet. Donc là, c'est un souci pour le CRB. Déjà, l'année passée, il n'avait pas eu beaucoup de repos. Et cette année, ça va être la même chose. Ça sera pareil. Ensuite, le sujet de Fatah Abada, et on revient. La Ligue professionnelle de football vient d'arrêter le programme de la fin de championnat de Ligue 1 pour l'exercice 2022-2023.
Outre le match déjà programmé entre le Parado Athletic Club et l'USM Alger pour le compte de la mise à jour de la 20e journée de championnat, la 24e journée est prévue pour le mardi 30 avril, à l'exception du match entre la JS Saoura et l'USM Alger, en raison des matchs aller et retour de la finale de la Coupe de la CAF que disputeront les USMistes le 28 mai à Dar es Salaam en Tanzanie face aux Young Africans et le samedi 3 juin au stade du 5 juillet à Alger. La 25e journée se disputera le mardi 6 juin. L'USM Alger disputera ensuite son match en retard face au MCO pour le compte de la mise à jour de la 21e journée le vendredi 9 juin. La 26e journée se disputera mardi 13 juin, avant que le gros derby algérois entre l'USM Alger et le MC Alger qui est programmé pour le vendredi 16 juin. Les 4 dernières journées se joueront respectivement le lundi 19 juin pour la 27e, le vendredi 23 juin pour la 28e, le mardi 27 juin pour la 29e et enfin le samedi 1er juillet pour la 30e et dernière journée de championnat. L'USM Alger disputera son match en retard pour la mise à jour de la 24e journée face à la JS Saoura le dimanche 4 juillet. C'est dire le rythme infernal que connaîtra cette fin de saison pour la Ligue 1 Mobilis qui verra se jouer les 4 dernières journées en l'espace de 2 semaines. Voilà le résultat un petit peu de tout le monde. Hein. C'est la faute à tout le monde aussi, que ce soit les clubs, aussi la Ligue de football professionnel, de reporter de manière anarchique les matchs, notamment des clubs qui représentent plutôt qui jouent la Ligue des champions africaine, mais aussi la Coupe de la Confédération. On se retrouve avec des matchs importants qui vont se jouer. On va pratiquement liquider les matchs en fin de saison, et notamment ce match retard qui se tiendra une nouvelle fois. C'est la 3e année de suite où on joue un match en retard après la fin officielle du championnat. Sauf que lors des 2 dernières années, le match comptait pour du beurre. Ces matchs-là comptaient pour du beurre, mais ce match entre la jeunesse sportive de la Saoura et l'USMA d'Alger peut être déterminant là aussi pour une qualification à une compétition africaine. Pour le podium, oui. Pour le podium, et ça risque de tout fausser. Donc déjà que les clubs, et les présidents de clubs ont contesté cette programmation, demandent à ce que ce match entre la Saoura et l'USMA se joue avant la dernière journée, histoire de permettre aux clubs... Ce qui est désolant, c'est qu'on n'arrive pas à figer un calendrier en début de saison. Normalement, on a toutes les dates des stages des différentes équipes nationales et on doit faire un programme en fonction de ça. Là, bon, c'est vrai que cette année, il y a eu un stage qui n'était pas prévu. C'était voilà, j'allais poser la question. Je n'ai pas encore pointé du doigt notre ami Karim Metmour et ça, c'était Majid Bouguera. Oui, mais c'était exceptionnel. Écoutez, dans la saison... Est-ce qu'on devait arrêter le championnat pendant 1 mois et demi pour permettre justement... Vous savez, on a toujours critiqué le fait qu'il y ait des équipes qui soient engagées en Coupe d'Afrique et qui cumulent 3, 4, 5 matchs retard. Oui. Donc là, ça aurait fait, si on devait encore reprogrammer le CRB et l'USMA en 3e position, je crois qu'il y avait les joueurs de Mouloudia. Donc s'il fallait arrêter ces 3 clubs, ils auraient encore cumulé beaucoup de matchs de retard, ça aurait été interminable. Non, mais ce qui est navrant maintenant, c'est que généralement, quand on doit faire un calendrier, d'abord, je ne sais pas s'il y a des techniciens qui sont associés à ce... je ne pense, il y a des techniciens, d'accord. Donc on a 52 semaines dans l'année. Donc on n'arrive pas, on joue que 30 matchs dans le championnat, plus les matchs de coupe, éventuellement des matchs de Coupe d'Afrique, on doit tenir compte de tout ça et de figer un calendrier. C'est vrai que le CHAN cette année aussi a compliqué un petit peu le... Oui, mais on se retrouve, ça fait des années. Hein, oui, c'est pas... Bon, l'année dernière, c'était... Bon, il y a eu aussi le résultat Bon, il y a eu la crise de Covid, aussi, etc. Ça a compliqué aussi le processus, notamment du championnat. Karim, justement, on revient vers vous. C'est vrai que la Ligue, il faut le dire aussi, a mis tous les moyens pour le staff technique de l'équipe A-Prime, notamment avec les nombreux stages organisés par l'équipe nationale A-Prime sous la conduite de Majid Bouguera. Mais pour certains, ça a faussé le championnat aussi, de voir tous ces arrêts répétitifs en championnat. Je sais que c'est délicat un petit peu d'en parler, puisque la chance que vous aviez à ce moment-là, c'est d'avoir ces joueurs en stage, mais aussi ça a handicapé le processus, en tout cas normal, du championnat. Bon, je ne me suis pas préparé, pour être honnête, à débattre. Question piège, j'ai dit. Ouais, un petit peu piège. Parce que, bon voilà,
Je sais pas, honnêtement, je ne saurais pas trop quoi vous répondre par rapport à ça. Nous, il est clair que pendant la CHAN, on avait besoin de se préparer. Après, il y avait des discussions qui ont été faites. Nous, on était reconnaissants aussi vis-à-vis de la Ligue de pouvoir adapter pour qu'on puisse se préparer de la meilleure des façons. Et puis. C'est vrai aussi que l'erreur aussi avait été de reporter pas mal de matchs de nos clubs. Quand je me rappelle, la JS Kabylie pouvait, ou même le CRB pouvait jouer par exemple un week-end, préférait rester au repos, rester toute une semaine sans jouer, histoire de préparer leur match de Coupe d'Afrique. Quand on voit que par exemple l'Espérance de Tunis ou Mamelodi Sundowns ou autres jouaient en contrepartie, leur match de championnat normalement et aligner des matchs tous les 3 jours. Ça, c'est un souci, notamment pour les techniciens. Là, on l'a vu avec notamment Baumel, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. Il est là depuis maintenant 3 mois, pratiquement 4 mois. Il n'a joué que 3 matchs. C'est problématique. Oui, pour les uns, mais aussi... ça arrange les autres. Mais c'est salutaire pour d'autres. Je ne pense pas sincèrement que la Ligue soit l'unique responsable. Non, elle n'est pas l'unique responsable. C'est la responsabilité de tout le monde. La Ligue subit un petit peu toutes les ingérences qui se font au niveau des reports. Il y a des reports abusifs pour certains clubs qui s'engagent d'une part à jouer les matchs. Il y a toujours cette réunion en début de saison. Tu reviens sur leur décision parce que justement l'entraîneur exige de ne pas jouer durant la semaine parce qu'il a un match de Coupe d'Afrique à jouer, etc. Donc la compétition internationale, moi je le comprendrais pour les sélections nationales. Le sélectionneur qui ne voit ses joueurs que de temps en temps, lui quand il prépare une compétition de l'envergure du CHAN, il a besoin d'avoir ses joueurs à disposition sur une durée bien déterminée. Je le comprendrai. Je comprends moins un club qui s'engage dès le départ à respecter de jouer un match de Coupe d'Afrique et 3 ou 4 jours après jouer un match de championnat ou faire avancer les matchs avant le match. Sachant que les clubs désormais voyagent par vol spécial. Revenir sur leur engagement, bien sûr qu'après que ça fasse tout le programme. Le fait de le terminer à mi-juillet déjà, si on le termine avant le 10 juillet, c'est déjà miraculeux. C'est un exploit, effectivement. On passe à présent à la Coupe d'Alger. Donc on a joué aussi notre match en retard pour le compte de la Coupe d'Algérie, donc les quarts de finale, match qui a opposé cet après-midi au stade du 5 juillet le CRB à l'AS Khoroub, tout ça résumé par Sami Achichou. Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont montré leur volonté de prendre le contrôle du match et les joueurs ont fait preuve d'intensité et de combativité. Il a fallu attendre la 34e minute pour voir le premier but pour le CRB, signé Bossouf. Après ce but, les visiteurs ont tenté d'exercer un pressing sur la défense adverse, mais sans succès. Fin de la première mi-temps, 1-0 en faveur du CRB. Malgré les efforts déployés par l'ASK pour réduire l'écart, le CRB Belouizdad arrive à corser l'addition grâce à Arba à la 63e minute. Juste après, Arba trompe le gardien de l'AS Khoroub. Un tir lointain et un 3e but pour le Shabab. Victoire nette et sans bavure pour le Shabab qui se qualifie pour la demi-finale de la Coupe d'Algérie. Voilà donc victoire, on va dire logique là aussi, logique respectée pour le CRB Belouizdad qui enchaîne là aussi avec une nouvelle victoire, notamment en Coupe d'Algérie. Et le voilà donc sur 2 tableaux, le championnat avec 7 points d'avance sur le CSC et la Coupe d'Algérie. Messieurs, rapidement, victoire. Victoire tout à fait logique. Et puis on retrouve cette année les 4 demi-finalistes qui sont issus de la
de la division professionnelle. Voilà, donc il n'y a pas eu de surprise. Avec la jeunesse sportive. Donc le CRB rejoint la jeunesse sportive de la Sawa, le NC Magra et l'ASO Chilef. Et justement, le tirage au sort des demi-finales de cette Coupe d'Algérie est prévu demain soir à partir de 21h et ça sera en direct sur la chaîne Shababia de la télévision publique puisque le tirage au sort se fera lors de l'émission Sa'a Riyada de notre ami Hassan Djabr. Donc vous pouvez suivre ce tirage au sort en direct demain soir à partir de 21h. On passe à présent à la Ligue 2. Et donc la Ligue 2, là aussi on a joué pour le compte du groupe Centre-Ouest, puisque le groupe Centre-Est, les matchs se sont disputés mardi dernier. Et Centre-Ouest, là aussi, changement au niveau de la tête du classement, avec, on va voir les images du match qui a opposé l'équipe de Ben Aknoun à l'équipe de Mecheria. Victoire logique, là aussi à domicile des joueurs de Ben Aknoun. Un but à 0. L'équipe de Ben Aknoun tenue en échec la semaine dernière par le Net au stade du 20 août 0 partout a pu donc remporter les 3 points. On voit les images donc de cette partie, messieurs. Victoire, Messiane, là aussi importante pour Ben Aknoun en attendant de voir l'autre match qui a opposé notamment Mostaganem à l'équipe de Wetzli. Dans ce groupe, à un moment donné, ils étaient 4 un petit peu à se disputer la première place. Il y avait Tiaret, il y avait Mostaganem, il y avait Ben Aknoun, et Mcheria aussi, qui était... et puis, je ne comprends pas comment Tiaret et Mcheria se sont fait un petit peu... distancé. Tiaret s'est écroulé après son match nul à domicile, notamment face à l'équipe de Ben Aknoun. Donc après, ça restait un petit peu une course entre Mostaganem et Ben Aknoun, et puis ça jouait au yo-yo. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Voilà. Donc cette semaine, c'est Ben Aknoun qui a pris à 2 mètres de l'arrivée. Voilà. Donc ça va être comme ça, franchement très disputé. Le dernier match, c'est entre les deux équipes. Ça sera une belle finale. C'est une finale. Voilà. Et là, l'importance, justement, on va voir à présent le match qui a opposé l'équipe de Wetzli à Mostaganem, 0 partout. Là où ce match nul est important, notamment, c'est que Ben Aknoun, à présent, si elle gagne le prochain match, et idem pour Mostaganem, c'est que cette finale attendue à Ben Aknoun, un match nul suffira à Ben Aknoun pour accéder en Ligue 1. Et justement, cette équipe de Mostaganem, on voit les images, 0 partout. Là aussi, ça a été tendu, notamment en fin de match, entre les deux équipes, mais 0 partout. Alors que, on va parler aussi, là aussi, de la relégation, puisque très mauvaise affaire du Wydad de Tlemcen, battu à domicile par le Net, 2-0. Donc Tlemcen qui... là aussi, se complique la tâche pour ce qui est de son maintien. Saïda, là aussi, battu à Kouba. Et Kouba qui respire, Kouba qui quitte la zone de relégation, messieurs, avec sa victoire face à Saïda, donc 2-0. Médéa aussi s'accroche. Donc, on va dire que ça va se jouer jusqu'au bout, que ce soit pour l'accession ou pour... Tout à fait. Donc, Kouba, c'est un peu malheureux, parce que Kouba, à un moment donné, il jouait également l'accession, donc se retrouver dans cette position. Bon, on sait qu'ils ont beaucoup de difficultés. D'abord, même le stade de Kouba, logiquement, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc, ça va être très difficile, mais c'est bon, il reste quand même 2 matchs. Donc, sur les 2 matchs, on verra qui va pouvoir se maintenir. On peut dire que Ben Aknoun a peut-être une certaine avance. Le prochain match va être décisif quant à l'écart, et la finale se jouera donc entre les deux équipes à Ben Aknoun. Et on verra quelle équipe accompagnera notamment l'US Souf en Ligue 1 la saison prochaine. On passe à présent au résultat complet de cette 28e journée de Ligue 2 et le classement, et on revient.
On revient sur le plateau et justement parler de Tiaret, là aussi, je pense que beaucoup de gens le savent en tout cas, que Karim Atmour est natif de Tiaret. Donc. Et j'ai appris en tout cas, c'est pour ça que je l'ai ramené ici sur le plateau plutôt, qu'il était en Algérie et qu'il a fait une visite justement. Hier, vous étiez du côté de Tiaret pour rendre visite un petit peu à la famille, voir un petit peu se ressourcer, on va dire, auprès de votre village natal, voilà, si on peut dire ça comme ça. Si on peut dire ça comme ça. C'était plus que juste faire une petite visite parce que c'était vraiment se ressourcer. Moi, ça faisait très longtemps, plus de 30 ans que je n'étais pas allé à Tiaret en fait. Et beaucoup de membres de ma famille aussi, donc j'avais jamais le temps pendant ma carrière, tout le temps. Et là, on a pris le temps, on est parti. J'ai ramené toute la famille de France, de partout, même d'Europe, et on est tous partis là-bas pour se ressourcer. Et on a eu un accueil formidable et je les remercie, donc merci pour cet accueil. Il y a aussi Sofiane, qui est le président du club de la GSMT Tiaret, qui m'a accueilli comme un roi. Vous avez fait j'ai fait un tour là-bas, donc je le remercie. Et c'est un club emblématique, la GSM Tiaret. Monsieur Néril et Abdenour peuvent en témoigner. On l'a vu, il y a eu cette accession qui, dommage pour cette équipe, mais un stade qui affiche complet à chaque match. Des joueurs internationaux également. Je sais. Tahar aussi, les Banus, les frères Banus. Ben Saoud. Sur à titre privé, renouer avec ma famille là-bas et puis faire aussi un petit tour. Forcément, le football reste toujours, donc je suis parti au stade. Vous avez vu le stade de Tiaret. Justement, Karim, je vais rester avec vous quelques minutes. Il y a eu, vous avez renforcé donc le staff de Majid Bouguera vers la fin, on va dire, juste avant le CHAN, quelques mois en tout cas avant le CHAN. Comment s'est fait cette approche je sais que on sait tous que vous avez longtemps évolué avec Majid, notamment en sélection nationale, et Jamal Besbah aussi. Comment ça s'est fait le contact? Avec Majid, en fait, c'était quand il avait commencé à Fougera. En tant que coach, il voulait que je sois aussi son adjoint. À l'époque, je ne pouvais pas. Ça, c'était pas bon. Vous étiez plus dans un registre différent, celui de directeur sportif, je m'occupais du recruteur, au niveau du Bayer Leverkusen. Voilà, exactement. Et donc voilà, de toute façon, on a toujours gardé contact. Et là, pour la chaîne, il me dit qu'il avait besoin. Il m'a redemandé et tout si cette fois-ci c'était bon. Et puis j'ai fait le nécessaire pour me libérer de tout engagement et l'aider, quoi. Justement, c'était quoi votre rôle? Est-ce que certains pourraient un petit peu dire qu'il y a Jamal Besbah qui peut travailler avec les défenseurs et il y a Karim Atmour qui peut travailler avec notamment les attaquants, travailler l'aspect offensif? Oui, alors on se répartissait un peu les tâches. Après, forcément, on est une équipe, donc on travaille tous ensemble. Et après, c'était sur les aspects de construction de balles pour aller vers le but. J'avais un peu plus de responsabilité à ce niveau-là. Et puis, par exemple, Jamal Besbah, lui, c'était plus sur la partie défensive où on se reportait, mais c'est pas pour autant que j'avais pas mon mot à dire ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que travailler en harmonie. Voilà, lui, il a forcément plus d'affinité sur l'aspect défensif et c'est ce que Majid a voulu créer. Moi, j'ai plus d'affinité sur l'aspect offensif parce que c'était mon poste. Donc voilà, c'est un équilibre qu'il a créé, une alchimie qui est vraiment très intéressante. Être entraîneur, on en a parlé il y a quelques années, je me rappelle, et vous me disiez que c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant, c'est stressant. Vous étiez plus, je le disais, sur un autre registre, celui de recruteur, et c'est pas rien. Vous étiez recruteur pour les clubs allemands du Bayer Leverkusen, que ça reste un gros club, notamment en Allemagne, et vous dénichez les pépites en France, notamment. Qu'est-ce qui a fait que... Alors, la passion du coaching, elle a toujours été là dans le cursus de formation pour être entraîneur. Vous avez été formé en tant qu'entraîneur au niveau de la fédération allemande. Voilà, exactement. Et on m'avait dit que si je pouvais rentrer dans le scouting, c'était bien parce que du coup, c'est de l'analyse. On faisait chaque jour, on analysait 2-3 matchs. Donc, c'est de l'analyse pure et concrète sur les performances des joueurs, les analyses d'équipe. Donc, en fait, on aiguise l'œil en faisant que ça et en se concentrant là-dessus. C'est super enrichissant et formateur pour le métier de coach. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. J'ai fait ça que H24, que de l'analyse. Et c'était aussi mon rôle un peu avec Majid, d'analyser l'adversaire. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ça, avec toujours en tête de me dire non, mais après je vais me revenir dans le coaching, quoi. Justement, c'est vrai que Majid Bouguera, je l'ai longtemps côtoyé lorsqu'il était joueur. C'était quelqu'un qui communiquait beaucoup.
On l'entend moins depuis quelques années, notamment depuis qu'il a pris en main cette équipe nationale. Et on ne sait même pas est-ce qu'il va rester ou pas à la tête de cette sélection nationale. Bon, selon mes infos, il est question que le staff technique soit reconduit, notamment puisqu'il y a la Coupe arabe des nations prévue en fin d'année. Est-ce que vous confirmez ou pas du tout? Moi, je renvoie la balle à Majid Bouguera. Les informations qui le concernent me concernent. Mais moi, non, là, je peux clairement pas répondre parce que ça le concerne d'abord lui. Et vous, vu que vous faites partie du staff non, technique. mais alors, moi, donc vous l'accompagnez. S'il reste, vous restez. Non, mais d'abord, le premier processus, c'est que lui, je sais pas, qu'il reste ou part, s'engage dans une mission et après, il demande à ses adjoints. C'est comme ça que ça fonctionne. S'ils peuvent l'accompagner, s'ils veulent et peuvent l'accompagner. Donc pour l'instant, rien n'est encore fait. Vous avez le numéro de Majid Bouguera, vous pouvez l'appeler. Bon, en tout cas, selon mes infos, en tout cas du côté de la fédération, et Zvizev l'a déclaré ouvertement, j'ai pu l'interviewer, le président de la fédération a dit ouvertement qu'il allait garder Majid Bouguera quoi qu'il en coûte, donc pour justement maintenir cette dynamique, notamment au sein de l'équipe A'. Là aussi, on a parlé avec Samuel Belloufa tout à l'heure, qui souhaite en tout cas prendre en main cette équipe nationale U20. Beaucoup, notamment en Algérie, disent, en tout cas sur les réseaux sociaux, je lis ça, en tout cas je pense que vous avez lu, beaucoup d'Algériens veulent voir Karim Matmo prendre en main notamment les U17, peut-être Jamal Mosbah prendre les U15, là aussi diversifier un petit peu, revenir notamment aux fondamentaux, laisser plutôt, donner la chance à cette nouvelle génération d'entraîneurs et qui a tant donné notamment en sélection nationale. Ça, après, c'est la fédération qui doit choisir. Ça vous tente? Moi, de toute façon, d'une manière générale, servir mon pays, voilà, je l'ai toujours montré, prouvé, et je le ferai corps et âme jusqu'à la fin. Donc voilà. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Rapidement, Abdelnour Kawa, vous avez connu Karim, notamment avec Vaïd Alilozic à ce moment-là, avec Abdelhak Ben Chikha aussi. Parlez-nous rapidement de Karim. On le connaît évidemment, on connaît tous. On en a parlé avant qu'il vienne. De toute façon, quand on était ensemble tout à l'heure, j'ai gardé de très bons souvenirs avec Karim. D'abord, c'est quelqu'un de... Bon, il avait des qualités en tant que joueur, c'est certain, parce qu'il aurait été jamais en équipe nationale. Et puis ce qu'il a de bien, c'est qu'il est d'abord respectueux, respecté et respectable. Donc il y a un tout chez lui. Et puis il y a une approche qui est très très facile avec l'ensemble des joueurs. Moi, je me rappelle, on avait une ambiance formidable entre nous, mais quand arrivait Vaïd, c'était autre chose. Enfin, une anecdote à nous raconter rapidement avant de clôturer notre émission. Vous savez, Vaïd était quelqu'un d'extraordinaire en dehors du football. Et ce qui énervait un peu les joueurs, c'est qu'à un moment donné, il était, vous savez, on dit... carré. Carré. Et il n'était pas question de lui faire changer d'avis, et ça énervait un peu les joueurs. J'ai essayé de leur expliquer que c'était un comportement, mais c'était très difficile à gérer. Il a appris à ses dépens, notamment... Moi, je peux leur raconter une, celle-là n'est pas méchante d'anecdote. Mais je me souviens, on était à Sidi Moussa et on avait le repas de midi. Et du coup, après, on était en train de prendre le café à table et tout. Et lui, il vient et dit bon, allez, faut aller faire la sieste maintenant. Et il nous a tous soulevés et dire allez, on est des pères de famille, attends, laisse-nous tranquille. On est en train de prendre un café, on est en train justement en plus en train de rigoler. Très strict. Et lui, non, ça y est, c'est l'heure maintenant, faut aller faire la sieste et. Ouais, c'est bon. Merci en tout cas, Karim, d'avoir été avec nous, d'être passé. En tout cas, on espère vous voir très très bientôt. Et justement, avec la sélection nationale, on va voir dans quelques semaines. En tout cas, on attendra la confirmation du maintien ou pas de Majid Bouguera à la tête de cette équipe nationale. Merci. Karim. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de vous revoir tous les trois. Merci Mziane. Merci Saïd, à la prochaine. Inch'Allah, merci Abdelnour. Merci et puis à très bientôt. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2, au réalisateur Mohamed justement Boulis, Hanan et toute l'équipe des journalistes. Un coucou à Laïd Khalifa et sa famille de Tegmont Azouz qui nous suivent. Et bon anniversaire au petit Hassan Addouche, donc Loulouche, 9 ans, qui fête donc 9 ans aujourd'hui. On le salue et je vous dis pour ma part à dimanche prochain. Donc restez branchés sur Canal Algérie.